Alors, mes chers compagnons, mes chers camarades, mes chers amis, nous vous avons invités, Georges et moi, et vous êtes venus. Vous avez quitté vos postes de télévision, malgré la présence de Charles III d'Angleterre, qui venait visiter Paris, pour vous inscrire en ligne. Vous êtes venus des quatre coins de l'Hexagone, malgré l'organisation d'élections sénatoriales. Vous êtes là, malgré la venue du souverain pontife, qui a fait halte à Marseille pour rappeler aux Européens que nous sommes tous frères. À Nîmes, ville au passé romain prestigieux, nous ne fraternisons pas, mais nous sommes entrés en citoyens et peut-être ressortis en compagnons. Nous avons débattu justement ce qui relève de César, et uniquement de César, et notamment de la question migratoire, sans oublier du reste que l'Empire romain a disparu car il avait des frontières mal gardées. Alors que se clôturent nos rencontres de la souveraineté, qu'avec mon ami Georges, nous avons eu la folie d'organiser, il est temps de tirer un bilan. Et comme tu le disais, d'abord la fierté, la droite, la gauche, aujourd'hui à Nîmes, nous sommes la France. Ces rencontres, elles n'ont été possibles que grâce à une multitude de gens qui ont été cités par Georges côté République souveraine. Et je voudrais remercier ces bénévoles qui, pendant de longues semaines, de longs mois, parfois tardivement, ont dû régler un à un tous les problèmes organisationnels de deux équipes qui ne se connaissaient pas. Alors merci à Christophe, à Léonard, à Bernard, à Blandine, à Frédéric, à Gaëtan, à Anne-Marie, à Louis et à tant d'autres que je n'ai sans doute pas cités. Je vous demande de les applaudir. Et je leur demanderai de nous rejoindre avec Georges ainsi qu'avec les principaux dirigeants de ce mouvement lorsque la Marseillaise retentira, car cet événement, c'était le leur avant d'être le nôtre. Alors le mouvement que j'ai l'honneur de présider s'appelle Oser la France. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, parce que le patriotisme à droite, il est charnel. Il vient des tripes. Quand on parle de l'esprit, notre esprit, lui, s'élève par la célébration de la France éternelle, de sa civilisation, de ses valeurs. C'est parce que l'homme de droite s'attache à l'identité forte qu'il parle à l'universel. C'est parce qu'il est intensément français qu'il arrive à parler aux Italiens, à l'Allemand, aux Japonais. Notre rapport à la nation vient de la célébration de nos héros, qui sont nos saints laïcs. La révolte de Vercingétorix, le baptême de Clovis, la justice de Saint-Louis, le panache de Bayard, la grandeur de Louis XIV, le génie de Bonaparte, la résistance de Clémenceau, de Gaulle et des soldats de l'ombre. Nous sommes des héritiers, nous ne sommes pas des nomades. Et nous entendons protéger les racines de notre pays parce que nous sommes profondément allergiques à toute tentative de déconstruction, de repentance ou de salissure. Oui, à droite, nous vibrons encore au sacre de Reims. En face, à côté, le mouvement de Georges s'appelle République souveraine. J'en parlerai sans doute avec des mots plus maladroits, parce que c'est moins ma culture. Mais je vous donne mon approche de ce que la gauche est. À gauche, on aime parler de république, de laïcité, de droits de l'homme, parce que, au fond, la grande bataille, c'est celle de l'égalité humaine. C'est celle qui est menée sans distinction de race, de peuple ou de religion. L'homme de gauche accède à l'universel par la communion humaine, c'est-à-dire par la chose publique, par la res publica. Son républicanisme est tripale. Il réagit à l'injustice, au péril, notamment les extrêmes, et aux inégalités. Son esprit est celui d'un citoyen et d'une culture de tolérance et de fraternité. Qui parmi vous ne se souvient pas avec émotion de la fête de la Fédération ? Alors vous aurez reconnu, glissé au milieu de mon petit descriptif, une allusion au célèbre propos de Marc Bloch. Marc Bloch dont, justement, des républicains des deux rives avaient pris le nom pour fonder en 1998, de mémoire, une fondation qui aujourd'hui porte le nom de Fondation du 2 mars et à laquelle appartenaient des gens aussi divers qu'Elisabeth Lévy, Henri Guénaud, je crois d'ailleurs peut-être Marie-Françoise Bechtel, Jacques Nikonov, Emmanuel Todd.
Parce que depuis le début de la bataille de Maastricht, qui est la mère de toutes les batailles, flotte sur le champ de la souveraineté un fantôme d'une grande idée, la réunion des deux rives. J'oserais même qu'un spectre hante l'Europe, le spectre du souverainisme. Non, je n'ai pas lu Lénine, Georges, mais j'ai quand même quelques éléments de culture. Dans les temps anciens, sans doute qu'un Merlin aurait annoncé une prophétie comme quoi celui ou celle qui reforgerait l'épée du gaullisme avec les tronçons éparpillés à droite ou gauche deviendrait le paladin de la nation. Les plus érudits se souviendront du Conseil national de la Résistance et se rappelleront que c'est effectivement cette union sacrée qui a permis de laver l'honneur de la France après la période noire et collaborationniste de Vichy. Nous n'avons eu pendant ces 2 jours qu'une ambition plus modeste, car Dieu merci, nous ne sommes pas en guerre. Qu'on se parle et qu'on parle de la France. Faire débattre Nicolas Dupont-Aignan, Henri Guéniot, Valérie Boyer, mais aussi Charlotte Girard ou François Coq était une idée audacieuse. C'est tellement plus facile de parler de souveraineté tout seul dans sa cabine téléphonique, dans sa petite chapelle. Depuis Philippe Séguin, on parle beaucoup des 2 rives, mais il existe peu de ponts qui les relient et beaucoup d'archipels sur le fleuve. Et depuis la défaite, effectivement, de Jean-Pierre Chevènement en 2002, entre ces 2 rives, c'était plutôt le pont Bénézet, le célèbre pont d'Avignon, vous savez, qui est coupé en 2, qui ne traverse rien et où parfois on chante et on danse. Reste que, avec Georges, nous avons bâti un pont du Gard lorsque ces 2 rives se sont rencontrées. Et ces 2 rives, se rencontrer, c'est aussi utile. Ça n'est pas seulement pour, je dirais, la nostalgie de la mystique des années 90 qui parleront très peu finalement à beaucoup d'entre nous. En 2027, les héritiers d'Emmanuel Macron comptent sur la qualification de Marine Le Pen pour repasser. Je dois vous dire que c'est profondément déprimant. Et je crois que depuis ma rive, pour survivre, la droite doit s'ouvrir et peut servir de noyau de résistance pour faire tomber la coalition hétéroclite et improbable qui va de Sacha Houlié à Gérald Darmanin. Et je crois qu'en face, la gauche ne peut pas se contenter d'être la roue de secours, la petite réserve d'Indiens qu'on sort une fois tous les 5 ans pour voter Charybde contre Scylla. Je crois que la défense de la nation et de la République nous oblige. Alors oui, cette ambition modeste, ce rendez-vous très simple que nous avons fixé, est au service d'un idéal qui nous transcende. Réagir à la dégradation et au déclin continu qui frappe notre pays. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que le phénomène s'accélère chaque année. Et nous pourrions discuter à l'infini de la hiérarchie des symptômes. Il y a ceux qui vont vous dire « mais c'est une crise identitaire ». Et effectivement, ils n'ont pas tort. Comment ne pas se lamenter quand vous vivez dans un pays qui ne s'aime plus ou qui veut vitrifier ou annuler ce qui fait son histoire, sa tradition ou sa culture? Comment ne pas être inquiet quand vous voyez des cultures étrangères qui imposent des choses qu'on n'avait plus vues sur ce territoire depuis 4 ou 5 siècles? Comment ne pas réagir lorsque vous voyez effectivement le problème de l'islamisation qui pose un redoutable problème politique, social et culturel dans un pays laïque, sans parler de l'immigration. Vous avez ceux qui sont tétanisés par la crise sociale et ils ont raison. Comment ne pas avoir le vertige quand vous allez au supermarché et que votre paquet de biscuits est passé de 1,50 € à 4 € en moins de 3 semaines et que votre fils vous dit on ne va pas acheter de paquet de biscuits. Et malheureusement, il n'y a pas que le paquet de biscuits, il y a tous les prix alimentaires. Et il y a également, vous le savez, l'impossibilité de devenir propriétaire, la grande pauvreté, la difficulté des associations humanitaires. Les gilets jaunes n'ont pas été un phénomène anodin, c'est une secousse sismique. Et vous le savez, les secousses, il peut y en avoir plusieurs jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un tremblement de terre sur lequel l'échelle de Richter sera peut-être trop courte pour mesurer l'amplitude. Il y a ceux qui préféreront parler de crise démocratique. Ils pointeront l'abstentionnisme, la haine des élus, la polarisation des idées, le recul de la tolérance, le couronnement de la vulgarité, l'anounanisation de la société politique, la morandinisation des idées. Alors je pourrais poursuivre ma litanie, parce qu'un éléphant, vous pouvez le voir depuis la trompe, depuis les pattes, depuis l'arrière, depuis l'avant, ça reste un éléphant. Et je vais vous dire
crise de société avec le repli sur soi, la multiplication des communautés, crise de l'intelligence avec la communication omniprésente, le vide médiatique à combler, crise de l'autorité, crise du religieux, crise de la spiritualité, affaissement intellectuel de l'Occident, qui sans doute ne s'est jamais remis d'avoir accouché des pires abominations du siècle dernier alors qu'il croyait tant au progrès. Nous hésitons à croire en nous, et cette crise, elle résulte aussi de l'envahissement de la sphère marchande et de son corollaire néolibéral à toutes les activités humaines. Tout se paye, tout se vend, tout se transporte, y compris les enfants et le sang humain. Elle résulte aussi d'une crise de civilisation, évidemment, et d'une crise de transmission, parce qu'il y a une génération qui n'a sans doute pas fait le travail et qui n'a rien transmis à celle qui arrivait après. Alors, ces débats, ils seraient intéressants, mais je vais vous dire, les Français s'en fichent. Ils n'en sont plus là. Ils vous disent très bien, mais ça, on le voit, on est lucide. Et d'ailleurs, l'important, quand vous frappez un iceberg, c'est pas de savoir si c'est la faute du capitaine, si c'est la faute du trajet, si c'est la faute de la météo ou de la mer. Non, les Français, dans toute cette mélasse, ils veulent des solutions, ils veulent un espoir. Et mon espoir, notre espoir, c'est de réveiller ce vieux pays fatigué et qu'il ait le courage d'aller voter pour se débarrasser de l'idéologie dominante qui nous a amenés jusqu'ici. Face à ceux qui croient en une Europe toujours plus technique et fédérale, en une mondialisation sans fin et marchande, qui font de la France un paramètre, nous devons parler à tous ceux qui croient en la nation, tous ceux qui pensent qu'elle est le creuset de la démocratie, parce que c'est leur identité et parce qu'ils ne cautionnent pas de vivre dans une société de marché, parce que la France est notre avenir. Et si nous pensons que c'est impossible, je vais vous donner une citation qui montre que la conversion est possible. Mes très chers frères, savez-vous qui a écrit « La lacune volontaire du projet européen est le refus obstiné des pères fondateurs de définir les frontières et de se donner les moyens de les faire respecter. Comment définir la frontière de l'Europe quand il est question d'y admettre la Géorgie et l'Arménie ? L'Europe se retrouve privée de tous les moyens de la souveraineté. Et si cela continue comme ça, cela en sera fini du projet européen. Aussi longtemps que l'idéologie de la concurrence ouverte à tous les vents sera dominante, les Européens ne pourront pas se protéger eux-mêmes ni gérer l'arrivée des migrants illégaux dans le respect des droits humains. Au moment où le Parlement européen, toujours sous le contrôle idéologique des libéraux, débat d'un texte sur l'immigration, on aurait aimé qu'ils mettent le même zèle pour une véritable protection douanière aux frontières. Qui a dit ça? Je vous donne un QCM, Julien Aubert, Georges Kuzmanovic ou Jacques Attali. Jacques Attali, le miracle est possible. Il n'a pas eu lieu à Marseille, il a eu lieu à Nîmes. Alors, la question maintenant, c'est que fait-on? Tout d'abord, on réfléchit aux alternatives de fond. Oser la France proposera le 22 novembre prochain, qui est la date de notre anniversaire, date de naissance du général de Gaulle, parce qu'on ne célèbre pas la mort. Oser la France, on célèbre la vie. Eh bien, un livret bleu sur l'Union européenne. Et je crois que, depuis nos rives respectives, nous devons exiger des positionnements clairs des partis en présence sur le problème européen, en commençant par dissiper la mystique franco-allemande. Paris me fait penser à un soupirant civilisé qui vanterait la monogamie dans un phalanstère tribal et sauvage où l'on pratiquerait l'amour libre. Croyez-moi, comme on disait sous Molière, c'est la meilleure manière de terminer cocu. Et si nous n'y prenons pas garde, l'Allemagne, qui est certes notre partenaire naturel, si on ne met pas à un moment donné des barrières, l'Europe va terminer en matriarchie teutonique. Alors, il faut nous opposer, notamment aux propositions de réforme institutionnelle poussées par Berlin et avalisées mardi dernier par la France. Et vous trouverez dans le journal du dimanche une tribune que nous avons co-signée avec les membres du bureau d'Oser la France et de République souveraine. Ces propositions visent à fédéraliser encore un peu plus l'Union européenne dans la droite ligne des propositions du chancelier Scholz. Extension de la majorité qualifiée, conditionnalité des aides de l'Union européenne, de manière à ce que la Hongrie et la Pologne soient traitées en paria, réduction du nombre de commissaires, ce qui revient évidemment à supprimer le principe d'un commissaire par État, harmonisation des lois nationales électorales, ce qui revient à considérer qu'il faut soumettre les nations au fonctionnement européen, chambre mixte
de cours et de tribunaux, de cours nationales et de tribunaux suprêmes de l'Union européenne, ce qui revient à entamer la fusion judiciaire, augmentation du budget fédéral et mise en place de la dette commune. Il nous faut refuser la reconduction de Mme Ursula von der Leyen. Il y avait un politicien romain qui de mémoire s'appelait Caton l'Ancien, qui terminait toujours ses discours avec « Delenda nostra est Carthago ». Il nous faut détruire Carthage. Delenda est nostra wokismo. Il nous faut aussi détruire le wokisme. Alors, moi je vous propose de prendre le bulletin de notes de Mme von der Leyen qui propose donc de passer en classe supérieure. Français, histoire géo, mathématiques, droit, économie, philosophie, comportement en classe. Alors, première matière, le français. Alors, je sais bien que pour une Allemande, c'est une matière optionnelle, mais pour nous, Français, elle est vitale. L'usage systématique de la langue de Shakespeare dans la communication officielle de la Commission, et notamment ce qu'elle appelle son State of the Union Speech, n'est-ce pas, histoire de singer l'Amérique, fait que sur cette matière, Mme von der Leyen ne peut pas être notée puisqu'elle ne s'est jamais présentée en cours, donc 0 pointé. Seconde matière, histoire géo. Alors, la géographie, Mme von der Leyen adore ça. Elle a ainsi vanté l'union géopolitique face à la guerre en Ukraine, expliquant que l'entrée de ce pays dans l'Union européenne était une nécessité de long terme, ce qui revient à dire que l'Union européenne ne va plus de l'Atlantique à l'Oural, mais de Washington aux Carpates. Pour ne pas dire aux carpettes, mais ça n'est pas dans mon discours. Une grande zone commerciale sous protection de l'OTAN, les Américains en ont rêvé, Mme von der Leyen l'a imaginé. Quelle courte vue! Comment ne pas imaginer qu'en faisant rentrer un pays belligérant avec la Russie dans l'Union européenne, tout ça ne va pas mal se terminer? Et c'est là où on arrive sur l'histoire. Parce que quand on écoute Mme von der Leyen comme le chancelier allemand, ils sont persuadés que l'Europe, c'est la paix, et que donc en intégrant l'Ukraine, on va instabiliser le continent. Comme étant un contresens historique. L'Union européenne n'a pas fait la paix. L'Union européenne a été possible parce qu'ils avaient peur de Staline et qu'ils ont compris qu'il fallait à un moment donné se réunir pour arriver à peser. Et donc ils ont inversé les causes et les effets. Moralité, géographie, connaissance approximative, arrêtez de travailler sur des cartes américaines datant d'avant le mur de Berlin. 4 sur 20. Histoire, mémoire sélective et nombre contresens, 5 sur 20. Troisième matière, mathématiques. Mme von der Leyen sait compter, mais mal. Elle a ainsi vanté le rôle de la Commission dans les commandes de vaccins. Vous savez qu'elle a négocié des contrats avec 6 groupes pharmaceutiques pour un portefeuille de 2,3 milliards de doses. Problème, il semblerait qu'on ait payé 2 fois. Une première fois la recherche et une deuxième fois les vaccins, en sachant qu'en plus, nous avons acheté à prix d'or ces doses et que Mme von der Leyen et le PDG de Pfizer sont soupçonnés d'avoir négocié un contrat contre le Covid par SMS pour un montant de 35 milliards d'euros, une violation évidemment des règles éthiques de la Commission, mais aussi une véritable bourde financière, puisque les doses ont été négociées 4 € plus cher l'unité pour 1,8 milliard de doses. Ça fait 7,2 milliards d'euros, c'est l'équivalent du plan hydrogène français. Alors certains, évidemment, ont cherché à refaire les calculs. Mais le Parlement s'est heurté à l'opacité des négociations. On ne sait pas qui a négocié, on ne sait pas comment. C'est bien dommage, parce que l'un des 7 négociateurs, qui est un Suédois, s'est trouvé être l'ancien directeur de la Fédération européenne de l'industrie pharmaceutique, ex-employé de Roche et Novartis. Du coup, ça crée quand même quelques soupçons. Mathématiques, addition et multiplication à revoir, fournir les feuilles de calcul, car le résultat est manifestement erroné. Soupçon de triche, 1 sur 20. Quatrième matière, le droit européen. Mme von der Leyen a vanté son plan de relance appelé Next Generation EU, un nom digne d'un appareil de Star Trek, pour un montant de 800 milliards d'euros. Et évidemment, au nom de la sortie de crise, la pandémie, la Commission en a profité pour instiller du fédéralisme, c'est-à-dire qu'elle s'est muée en FMI européen avec un gros bâton, ce qui lui permet de taper sur ceux qui ne réforment pas dans le bon sens. C'est un peu comme la banque pour le prêt immobilier. Vous pouvez avoir de bons revenus, mais ce qui compte, c'est l'avis du conseiller. Et en l'occurrence, le conseiller, c'est Mme von der Leyen. Alors le seul hic de ce magnifique plan,
c'est qu'il n'y a aucune base juridique dans les traités, parce qu'on rappelle que dans l'article 5 du traité de l'Union européenne, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres, et il n'y a pas de compétence d'emprunt. En d'autres termes, une compétence non attribuée n'existe pas. Donc droit, hors sujet, zéro. Cinquième matière, l'économie. Madame von der Leyen a ensuite vanté dans son discours de l'Union son pacte vert pour l'Europe, qui vise, je vous le rappelle, à ce que l'Union européenne devienne une grande puissance écologique. Elle ne devrait pas. Parce que contrairement à ce qu'elle dit, la fameuse stratégie agricole de la ferme à l'assiette va conduire à faire baisser les rendements agricoles, à accoucher d'une politique décroissante, sachant qu'il devrait savoir que déjà aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, nous sommes en train de voir un très grand nombre de cultures disparaître. Dans mon département de Vaucluse, la lavande a été ravagée par une chenille asiatique, la cerise par la Drosophile Suzuki. En matière énergétique, le Green Deal a surtout été l'occasion pour l'Allemagne de nous tailler des croupières sur le nucléaire, avec le concours actif de la Commission européenne et de la présidente, qui avait déclaré que les panneaux solaires, les batteries et les électrolyseurs étaient les seuls éléments stratégiques pour l'avenir, et que donc c'était eux qui devaient être pleinement accompagnés dans le cadre du règlement pour une industrie zéro net. Nous avons de la chance d'avoir une voyante, non pas Madame Irma, mais Madame Ursula, une Madame solaire qui prédit l'avenir énergétique. Et en matière de transport, saluons le merveilleux bilan de Madame von der Leyen qui a réussi à faire passer la part des véhicules chinois qui était de 1% sur le marché européen à 8% dans son discours annuel. La prochaine fois, si ça continue, elle pourra le faire en mandarin. Donc économie, réviser les théories de la croissance et du commerce, 6 sur 20. J'ajoute d'ailleurs du reste qu'il n'y a pas seulement le Green Deal. Je vous rappelle quand même qu'elle a violé les règles du marché européen pour faire entrer la volaille ukrainienne, plus 12% quand même sur le marché français en 2022. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'entreprise MHPSE, qui est dirigée par un oligarque ukrainien proche de M. Zelensky, qui a vu au passage ses revenus bondir de 148% quand même en une année, eh bien, quand vous regardez l'actionnariat et l'exécutif, tenez-vous bien, ce sont des Britanniques, des Norvégiens et des Américains, c'est-à-dire uniquement ce qu'on appelait autrefois les non-communautaires. Donc on a tué les entreprises de l'Union européenne pour permettre à ceux qui sont à l'extérieur du marché de faire des progrès. Sixième matière, la philosophie. Alors, pas encore qu'elle soit fédéraliste, mais sa philosophie est manifestement antidémocratique. Elle s'est ainsi spécialisée dans le harcèlement de la Pologne et de la Hongrie. La conditionnalité a notamment été utilisée en invoquant la protection des droits LGBT, la corruption, les inquiétudes sur l'état de droit. Le seul problème, c'est que M. Orban, lui, a été réélu magistralement. Et donc, en se permettant d'attaquer des lois votées par des parlements nationaux, Mme von der Leyen s'est arrogé un rôle qu'elle ne peut pas avoir. Et j'ajoute à titre personnel que nous sommes beaucoup en Europe à estimer que la marche forcée vers l'inclusivité sur le genre, la sexualisation de tous les aspects de la vie ou de la lutte contre l'hétéronormativité, eh bien, n'ont rien à voir avec les droits de l'homme, mais relèvent plutôt d'une approche militante, et que si on pouvait laisser nos gosses à l'écart des délires des adultes, ils auront tout le temps à 18 ans de déterminer s'ils veulent changer de sexe ou pas. Et j'aurais pu vous parler aussi du Media Freedom Act, qui est là aussi fait pour pourrir la vie de la Hongrie et de la Pologne, sauf que malheureusement, comme ça s'applique à toute l'Union européenne, dans des pays comme les nôtres, eh bien, on se retrouve avec, par exemple, un texte qui permet aux États d'espionner les journalistes pour des raisons de sécurité nationale, et qui en plus est un texte illégal d'après le Sénat. Donc philosophie, je lui conseille de relire Montesquieu, Tocqueville, peut-être 1984, ça ne lui fera pas de mal. Et du coup, quand je vois que le Sénat français attaque Media Freedom Act, je me dis que pour le droit européen, j'avais mis 0, mais il faudra peut-être regarder une note négative quand même. Hein. Comportement en classe, elle a oublié de se vanter de son superbe culot, puisque je vous rappelle qu'elle a fait nommer au chausse-pied l'américaine Scott Morton, tout en se gardant quand même au beau milieu de l'été de dire à ses petits collègues à commissaire de quelle nationalité était Mme Scott Morton, en glissant ça entre une nomination au secrétariat administratif et une autre à la Cour des comptes européenne. La petite cachetière. Donc comportement, évidemment, tout simplement inacceptable. C'est une rupture de la solidarité. Alors j'arrive à ma conclusion, rassurez-vous. Ce bilan, il témoigne d'une inefficacité redoutable, pour ne pas dire d'un sabotage en règle.
Madame von der Leyen semble s'être donné comme objectif la fin de la souveraineté nationale, de l'indépendance européenne, avec une mention particulière pour nos intérêts qui ont été malmenés. Alors nous ne sommes pas des anti-européens. Je pense qu'ici, nous comprenons que l'Union européenne peut nous servir lorsqu'elle permet d'augmenter notre efficacité collective, d'accroître nos débouchés. Nous ne sommes pas non plus des naïfs. Il y a parfois des moments, des domaines où l'Union européenne travaille contre nous. Il y a des domaines aussi où elle n'est pas essentielle, voire nocive, alors que le national le serait. C'est à nous de proposer une ambition pour l'Europe, de bâtir un cheval de Troie pour aller délivrer la belle Hélène de l'idéal européen des griffes de ceux qui l'ont enlevé. À nous de nous affranchir du terrorisme intellectuel appliqué par les alcoolos fédéralistes anonymes, qui fait que le mot de souveraineté ou d'intérêt n'est acceptable que si on le blanchit derrière avec le mot européen. À nous de défendre la France à travers le combat pour l'Europe, où que nous le menions. Pierre Mendès France s'exprimait en ces termes. On parle souvent de choix. J'ai fait le mien, je choisis l'Europe, mais je veux les conditions de son succès, qui sont aussi les conditions du renouveau de la France. Et pour ceux qui sont évidemment forts en histoire, vous aurez reconnu un passage du discours de Philippe Séguin qui m'aurait été difficile de ne pas citer aujourd'hui. Oui, à nous de nous battre pour que l'Union européenne soit au service du renouveau de la France. Emmanuel Macron, qui est un grand forgeur de mots, n'est juste que Bill Clinton qui serait sorti d'Hibernatus. Il n'est pas un défenseur de l'Europe, c'est un défenseur de l'euro-Amérique. Il n'est pas de gauche, en tout cas pas de la gauche traditionnelle, parce qu'il ne comprend pas le progrès collectif. Le progrès n'est qu'individuel. Individualisé, c'est un gain. Et donc, ça le rend perméable aux idées déconstructionnistes, parce qu'il évacue totalement les questions collectives, et notamment la question identitaire, et celle de la nation. Et puis enfin, parce qu'il fait la promotion d'une politique migratoire accommodante, ça lui permet de se donner bonne conscience et de fournir une masse laborieuse à vil prix pour abaisser le coût du travail et contenter ainsi une partie du patronat. Quant à la droite qui a rejoint Emmanuel Macron, c'est la droite des comptables. C'est les gens qui savent compter, et encore, mal, mais qui ne savent pas où est-ce qu'on va. J'avais un professeur à Sciences Po qui disait, j'espère qu'il n'y a pas de comptable dans la salle, si, la femme de Christophe, mais elle m'excusera, pour faire un bon comptable, il faut un con, il faut une table. Sciences Po fournit la table. Oui, la France attend une alternative qui soit conforme à notre histoire républicaine et à notre identité française. Une force de réaction, mais aussi insoumise, car elle devra être prête à défier le système. La nation française a inventé quelque chose d'unique, l'assimilation républicaine de tout homme ou de toute femme, à partir d'un socle de valeurs laïques adossé à une culture judéo-chrétienne que le monde nous envie. Et c'est ça qu'il faut sauver, cette alchimie si sensible et si particulière. Tout à l'heure, je vous parlais de Philippe Séguin. C'est lui qui m'a donné envie de me battre et de le rejoindre. Je me suis éveillé à la politique lors du débat de Maastricht. Pour la première fois de ma vie, j'avais 12-13 ans, j'ai vu mon père et ma mère se disputer dans la voiture alors qu'ils votaient toujours pareil. Et ça m'a interrogé, je me suis dit, mais alors il y a des choix différents, mais alors de quel côté suis-je ? Du côté de mon père ou du côté de ma mère ? Et donc j'ai quand même écouté les arguments et je me suis passionné pour cette campagne. Ça m'a intrigué et j'ai vibré au réveil de la nation. Lorsque la charge de cavalerie de Philippe Séguin, Jean-Pierre Chevènement, Charles Pasqua, Philippe de Villiers a fait trembler les murs des corps constitués. J'ai compris que leur cause était juste. Et malgré les reniements, les mensonges et les boniments, ils avaient raison. Un vieux volcan s'est assoupi et s'est alors réveillé. Un vieux volcan qui s'était assoupi s'est alors réveillé et le pouvoir a eu peur. La raison a tonné en son cratère. J'ai senti la force du peuple, le peuple souverain qui s'avance. J'ai compris en ce jour-là ce qu'une poignée d'hommes et de femmes peuvent faire. Lénine disait que l'histoire est écrite par les minorités, cher Georges. Que la majorité silencieuse n'est en réalité pas du côté des sachants ou des marchands qui ont conduit ce pays au bord du gouffre. Maastricht, Amsterdam, on regardait la dernière fois l'Arc de Triomphe avec les batailles napoléoniennes. Maastricht, Amsterdam, ça pourrait être des batailles de Napoléon. Ce n'étaient que les premières batailles de la guerre de la souveraineté, car la guerre de la souveraineté aura bien lieu. Et nous avons perdu une ou deux batailles, mais pas la guerre qui sera longue.
Alors, à nous d'entrer dans la carrière et d'imiter les vertus de nos aînés. Pour cela, il faut que ce débat initié aujourd'hui perdure pour que vive la République et pour que vive la France.